On y va? Donc je vais démarrer à l'heure, c'est bien ça. Donc je suis déjà ravie de voir que la salle est pleine. C'est toujours plus agréable pour moi de parler quand il y a du monde que quand il y a peu de personnes. Donc je m'appelle Véronique Cohn, hein, je suis psychologue, psychothérapeute, conférencière, et j'ai écrit ce livre l'année dernière hein, qui s'appelle « Quel amoureux êtes-vous ? 5 profils psychologiques pour aimer, être aimé ». Donc vous avez compris que mon thème, c'est l'amour, la relation amoureuse, le couple, voilà. Donc ça fait quelques années aussi que j'anime un café couple à la Gazette Café, hein, où je donne des conférences sur à chaque fois un thème différent autour de la relation amoureuse. Et donc vous retrouvez ça sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai plus de 50 à 60 conférences sur des thèmes à chaque fois différents. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je suis venue parler de ma vision de l'amour à l'approche de la Saint-Valentin, le 14 février. Donc avec la ville de Castelnau, voilà, ils m'ont proposé de venir donner une conférence sur l'amour, le sujet de la Saint-Valentin, en amont, hein, un peu avant. Donc l'idée, c'est de vous préparer au mieux à cette fête des amoureux. Je souris hein, parce que comme quand pour Noël ou pour les fêtes de famille, etc., c'est pas toujours joyeux. Donc je suis ravie de vous parler de ma vision de l'amour, qui fait un peu, à mon avis, la synthèse de toutes les conférences que j'ai déjà dû aborder. Mais là, ça va être un peu ma vision personnalisée de, pour moi, c'est quoi l'amour comment on peut éviter de se mettre les pieds dedans, hein, comment on peut éviter d'être piégé par la relation en la vivant, en incluant la souffrance certes, mais sans être complètement débordé par la souffrance. Parce que je dis toujours, d'ailleurs dans quasiment toutes mes conférences, ne renoncez pas à l'amour, ne renoncez pas, c'est-à-dire devenez pas des évitants de la relation, des frileux, de je suis tellement souffert que j'y vais pas, mais allez-y en ayant un peu de champ. Et ça s'apprend, ça se travaille, de par les expériences, les vécus, mais aussi de par des clés de compréhension, des concepts, un agrandissement probablement d'une liberté intérieure qui se construit peu à peu pour avoir plus de champ, pour aborder le couple et la relation amoureuse sans vraiment se prendre des murs, et se faire vraiment mal avec ça, et se perdre là-dedans. Voilà. Donc voilà, moi quand j'ai réfléchi à cette conférence, je me suis dit tiens, l'amour ça m'évoque quoi pour moi, si je fais un résumé en 3 mots. Donc moi les 3 mots qui me sont sortis comme ça, c'était un jeu, comme un jeu. Il y a toujours l'idée de jouer le jeu de la vie, pour moi, sans être vraiment dupe, avec du discernement, hein, mais c'est quand même un jeu. Parce que la légèreté, vous allez le voir tout au long de mon discours, est un ingrédient majeur pour éviter de vraiment de se ramasser, de se prendre les pieds dans la relation, de souffrir et de croire vraiment que ce qu'on vit c'est vraiment vrai et qu'on s'en sortira pas si notre amoureux s'en va. Hein. Donc le jeu de la passion, hein, j'ai rajouté la notion de passion, avec évidemment une passion pour moi qui sera contrôlée, parce que la passion ça peut être aussi très destructeur, et l'idée d'aller dans la passion, c'est-à-dire de se jeter, d'être total avec vos sentiments et d'y aller, de se jeter à l'eau, pour moi c'est quelque chose d'important, donc de vivre et d'entretenir cette flamme. J'avais donné une conférence il n'y a pas très longtemps sur l'idée d'entretenir la flamme amoureuse dans le temps, dans la pérennité du couple. Donc une passion, une flamme à entretenir, mais nuancée quand même. Une attention, un jeu de l'attention. L'attention qui est, il y a un jeu de mots là-dessus, ça peut être l'attention que je donne à l'autre. Hein, prendre soin, goûter la relation avec un mouvement attentionné vers mon partenaire, un mouvement attentionné vers moi-même. Hein, on dit toujours que vous ne pouvez pas partir dans la relation sans vous perdre si vous n'avez pas fait un bout de chemin sur le côté empereur et impératrice, c'est-à-dire passer du mendiant à l'empereur.
Donc il y a quelque chose à regarder aussi, à travailler sur je me consacre le meilleur avant de partir dans le 2 de la relation. Voilà. Donc l'attention à soi, à d'autres. Et l'attention, là, L-A, tension, T-E-S-I-O-N, qui est un jeu de tension. Parce que si vous voulez qu'il y ait du désir et de l'enthousiasme dans la relation amoureuse, il faut qu'il y ait un minimum de tension. Pour captiver, pour avoir envie de capter, s'il y a trop de sécurité, si c'est trop plan-plan, si vous êtes toujours avec la même personne et que vous ne rajoutez pas un peu de tension, à ce moment-là, le désir s'émousse, le désir même sexuel, hein, le désir, l'élan, l'enthousiasme, l'envie d'aller vers, de captiver, tout ça, ça s'éteint. Et ça va avec la passion d'ailleurs. Hein. Donc la tension, c'est quelque chose aussi qui est importante, mais toujours avec de la nuance. Vous verrez que tous mes discours sont toujours avec de la nuance, une certaine forme d'équilibre entre trop et pas assez. Trop de tension, vous êtes agité et vous partez en live. Pas assez de tension, vous êtes immobile, c'est pas assez vivant et vous vous ennuyez. Je peux pas parler pour moi, ça peut être pareil. Donc un minimum de tension pour raviver le feu. Et la notion de le jeu de l'illusion, parce que ce qui permet, en tout cas ce qui m'a permis à moi d'y aller sans trop souffrir, même si je souffre toujours encore un peu, c'est cette notion de... Enfin, cette compréhension que quelque part notre jeu des personnalités, c'est pour ça que j'ai écrit un livre dessus, nous amène à avoir peu de choix dans nos rencontres, nos attirances, nos goûts, nos préférences. Je dis toujours, hein, c'est dans la relation amoureuse, c'est un jeu de névroses complémentaires qui s'emboîtent. Et à ce titre-là, on n'a pas beaucoup de choix par rapport à nos conditionnements, notre parcours, etc. Et donc on fait de son mieux avec qui on est, comment on est construit, avec comment est construit le partenaire. Et c'est comme une forme de je crois que j'ai du choix, je crois que j'ai un libre arbitre, je crois que je fais un bon ou un mauvais choix. Et en fait pour moi non. Pour moi c'est une forme de je me raconte une histoire. J'ai en réalité très peu de choix par rapport à ma construction. Mais je crois que je me raconte l'histoire que j'ai du choix. Et quand on sait qu'il y a une grande impasse là-dessus, que vraiment on se raconte un film par rapport à tout ce que j'ai appris tout au long de mes formations, en psychopatho notamment, voilà, il y a quelque chose qui peut se détendre avec cette notion, je me prends plus les pieds dedans parce que je vois que je fais pas faire mieux que ce que je fais et je m'en veux plus avec ça et lui non plus en face de moi ou elle non plus. Donc à ce titre-là, il y a une forme de discernement qui apparaît par rapport à ce jeu de l'illusion. Bon, je développerai un peu toutes ces histoires. Je vais en profiter pour faire, puisque c'est ma vision de l'amour à moi, j'avais fait une autre conférence au tout début, il y a 3 ans de ça, puisque ça fait 3 ans que je donne des conférences sur la relation, qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» que vous retrouverez, où là, c'est pas la même que celle-là, où là je dépeins plutôt la synthèse, je fais une synthèse de l'amour à l'Antiquité, des philosophes, etc. Mais là c'est plus aujourd'hui ma propre vision de l'amour, qui est aussi la récolte du fruit de mes expériences personnelles. Évidemment, si je me suis lancée, j'en ai fait un métier depuis 3-4 ans, c'est vraiment parce que c'est mon sujet. Voilà. Comme certains sont passionnés par des sujets humanistes, écologiques, vont militer pour une cause. Moi, je suis une militante de l'amour. Non, mais je milite pas, mais j'ai toujours été passionnée par ce sujet, comme beaucoup. Je pense que si vous êtes ici parmi nous dans cette salle, c'est que c'est un sujet qui vous concerne. Sinon, vous seriez même pas là avec moi. Donc c'est que, vous êtes peut-être, il y a beaucoup de femmes que je rencontre dans mon cabinet, ou même des hommes ou dans mes stages, qui me disent, mais moi aussi je suis une passionnée, mais moi aussi c'est mon truc, quoi. J'ai toujours été imbibée de ces histoires de prince charmant, et puis j'ai toujours envie de rencontrer mon âme sœur, et j'y crois, voilà. Donc je suis pas la seule avec ce truc-là, homme ou femme d'ailleurs, et du coup, je me fais un plaisir de vous livrer le fruit de mes expériences, qui décrit aussi comme un chemin initiatique, parce qu'à chaque expérience où je me suis vraiment jetée corps et âme dans mes histoires d'amour, à chaque fois je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Ok, je vis des trucs, c'est passionnel, il y a plein de souffrances aussi, il y a plein de ruptures, de rugosité là-dedans, mais en même temps j'en fais quoi? Et pour moi, ce qui était important dans toutes mes histoires, c'était de mettre de la compréhension au service de l'expérience.
L'expérience, c'est une chose. Moi, j'adore l'expérientiel. C'est pour ça que je me lance dans les histoires. Mais toujours pour... voilà, qu'est-ce que j'en retire de ça, hein? En quoi je comprends des leçons de vie? En quoi je me fais une certaine éthique? En quoi je prends du recul en me disant, tiens, mais qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes entre moi et l'autre pour que je sois autant passionnée dans l'extase ou des fois complètement en dessous, complètement voilà, en dessous des chaussettes, quoi, que je suis vraiment hyper naze quand je souffre trop dans la relation amoureuse. Donc voilà, je voulais vous livrer le fruit de mes expériences. Et donc j'ai commencé tôt, hein, pour ma petite biographie amoureuse. Déjà quand j'étais toute jeune, je me disais, voilà, je rêvais au prince charmant, je rêvais qu'il me kidnappait, qu'il m'emmenait, je me rappellerai toujours ce truc, que je revenais de l'école, j'aimais bien l'école mais pas trop, je voulais être une bonne élève, et donc je rêvais qu'il me kidnappait et qu'il m'emmenait, je sais pas où, voilà, un truc comme ça a commencé, j'avais 13 ans, et ensuite je me suis fait un malin plaisir de rentrer dans les jeux de séduction à l'âge de l'adolescence, à rêver au prince charmant, enfin voilà, chercher dans les colos, à plaire, à trouver le mec qui me plaisait tout le temps. Voilà, c'était un truc un peu obsessif comme ça. Bon, après, je suis rentrée dans le cadre de la famille, la famille parfaite. Je me suis mariée assez jeune. J'ai rencontré mon mari, il était ingénieur, moi j'étais consultante. Enfin, ça fait la petite maison, ce que j'appelle moi la petite maison dans la prairie. Voilà, on fait très beige, quoi. Et ça marchait très bien. Mais déjà à l'époque, je me disais, et je pense que je suis née dans cette époque qui est toujours vraie aujourd'hui, qui est une époque de l'épanouissement personnel, où on se dit, ok, je veux bien faire un couple et une famille, mais pas en me privant de ma liberté, pas en me privant de l'épanouissement. Donc j'ai quand même envie de me faire des expériences, de ne pas me priver d'amour. C'est bien l'amour dans la famille avec un mari, mais dans ma tête, je me disais, mais enfin, comment qui peut m'interdire de vivre des histoires d'amour à côté? Voilà. Sous quel cadre, Et je pense que c'est vraiment typique de cette époque-là, dans laquelle on vit, qui est la libération, hein, vivre la liberté, on ne veut pas s'interdire, on veut s'épanouir, on a envie que notre moi s'étoffe, vivent des tas d'expériences extraordinaires. Les cadres, les contrats, notamment les contrats couples du mariage, sont vus comme un peu enfermants. En tout cas, c'était ma vision de l'époque, même si je n'avais pas lu des bouquins là-dessus. Et je me disais, mais pourquoi j'aurais pas des petites histoires? Ça fait pas de mal. De toute façon, il y en a plein qui l'ont fait. Hein, il y a 70 personnes qui trompent leur mari en sous-marin. Donc pourquoi? Voilà. De toute façon, il ne le saura pas. Donc j'ai commencé comme ça, à avoir des histoires en loose dé. Et j'étais devenue la championne du mensonge. Et bon, et puis j'aurais pu continuer comme ça, hein, mais à un moment donné, de nouveau, je ne sais pas si c'est l'époque qui fait ça, ou c'est un appel de mon âme. J'avais un truc comme ça qui me dit, mais à un moment donné, si tu veux vraiment te sentir aimé de manière plus inconditionnelle, tu as intérêt peut-être à dire la vérité. Parce que sinon, il va t'aimer, et c'était vrai, il m'aimait que pour une image de moi-même. Donc, je suis partie sur ce fil qui est... ça me ferait quand même du bien de me mettre en vérité, de me mettre en authenticité, en transparence avec le partenaire avec qui j'ai choisi de faire couple et des enfants. Mais ce n'était pas possible, parce que si je lui racontais que j'étais infidèle, hop, c'était l'épée de Damoclès et j'étais jetée à la poubelle. Ça, je le savais pertinemment. Donc, voilà. Donc, quand même, quelques années, j'ai vécu comme ça en sous-marin. Et à un moment donné, j'ai rencontré un homme, et ça a été un des grands amours de ma vie. Enfin, je vous raconte ma vie parce que derrière, il y a plein de leçons comme ça, hein, que j'ai tirées. Et j'ai vraiment... Enfin, cette histoire, elle m'appelait sur vivre en vérité. Hein, que c'était vraiment... il m'a appelé là-dessus. Il m'a dit, écoute, si tu veux vivre avec moi un moment, ça sera sur l'histoire de te mettre en vérité, parce que voilà, je pense que c'est vraiment essentiel pour toi que tu arrêtes de bricoler, de tronquer, de raconter des mensonges, des histoires. Tu pourras jamais être aimé, vraiment, si tu fais ça. Et ce qu'il m'avait dit un jour, et ça m'a marqué, il m'avait dit, écoute, une des valeurs les plus hautes, spirituellement parlant, c'est pas l'amour, c'est la vérité. Et pourquoi la vérité? Parce que la vérité, c'est aussi... Enfin, la vérité, c'est-à-dire être l'authentique. J'entends la vérité ici comme l'authenticité. Hein. Je ne parle pas de la recherche de la vérité. Ça, c'est un autre sujet philosophique que je n'aborde pas là. Hein. Mais la vérité dans l'instance de l'authenticité pour
dans le sens d'un dépouillement de l'ego. Hein. Comme si quand j'ose vraiment me dire, un peu comme je le fais là maintenant, hein, je vous raconte ma vie en public, voilà, sans secret, sans tabou, sans machin, sans fioriture, il y a quelque chose de l'ordre de je m'en fous de ma réputation, peu importe le regard qu'on va poser sur moi, on est tous à la même enseigne. Et donc, de plus en plus, et ce qu'il m'avait dit, si tu te mets de plus en plus en vérité, non seulement avec les hommes, mais avec ensuite les autres, le reste du monde, tu verras qu'il y a quelque chose qui se détend profondément, qui fait que tu peux vraiment être toi, et que l'évaluation des autres, eh ben, c'est leur regard. Ils ont le droit d'avoir un regard différent, un regard aimant ou non aimant. Et tu prends le risque d'être qui tu es. Et tu verras vraiment si ceux qui te suivent et ceux qui ne te suivent pas. Voilà, et ça fera le tri. Et tu perdras moins de temps avec les uns et les autres. Et c'est vrai que fondamentalement, en suivant cette route qui a été longue, hein, c'est pas du tout gagné de se mettre en vérité, parce qu'il y a des automatismes de ne pas être aimé si on dit ça. Voilà, dans certains milieux, ça se fait pas de raconter tout sur soi. Voilà, il y a une image de marque à tenir, etc. Donc notre ego nous tient, et c'est légitime d'ailleurs. Et donc j'étais quand même vraiment appelée par cet homme, cette histoire d'amour, pour m'aligner et me mettre en vérité. Et je lui en suis vraiment gré, parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et je pense que si aujourd'hui j'ai autant de succès, c'est aussi parce que les gens aiment mon côté naturel, spontané, que je fais pas des machins, je me prends pas au sérieux, voilà. Et je pense que voilà, je vous livre ça parce que ça a été une histoire vraiment marquante pour moi sur la mise en vérité, le plus possible, sachant que j'arrêtais pas sans arrêt de créer des petits mensonges. Et encore aujourd'hui, je me vois, même étant avec aujourd'hui un compagnon qui s'en fout complètement de mes histoires d'amour à côté annexes, puisque je suis dans un modèle ouvert, je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de mentir. Donc on voit ici combien les automatismes, les conditionnements qui sont pris dans l'enfance restent en trace, quand bien même il y a eu des changements et des évolutions. C'est fou, hein. Et c'est la peur, hein, c'est logé par des peurs, peur de pas être aimé, peur de pas être accepté si jamais je me mets totalement en vérité. Voilà. Donc il y a eu cette histoire, et après il y avait autre chose. Quand j'ai rencontré cet homme pour qui j'ai divorcé d'ailleurs, il était marié, et moi j'avais pas envie, j'en avais marre de ces histoires de cadres fermés, de contrats de mariage fermés. Je me suis dit bon bah c'est bien, il est marié, mais pourquoi pas. Il m'a proposé de vivre avec sa femme, et je me suis dit bah c'est original. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas jalouse. Bah oui, à l'époque, il n'y avait même pas le mot du polyamour, ça n'existait pas. Hein. Ça, c'est après. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Moi, j'en ai marre des trucs fermés. Je vais explorer. C'est la période aventure, explorons. Donc, je vais explorer. Puis moi, je ne suis pas du tout jalouse. Alors, j'ai raconté ça. Mais en fait, sur le terrain, je me suis rendu compte que quand on vivait à trois avec sa femme et tout, j'étais quand même une grosse jalouse. Et je me suis rendu... D'ailleurs, ça a donné naissance à la conférence sur la jalousie. C'est un thème qui m'a beaucoup intéressée, qui m'intéresse toujours beaucoup, parce que je navigue sans arrêt, comme beaucoup d'entre vous, entre la jalousie, le dépassement de la jalousie, hein, et cette histoire de possessivité qui à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'en fais une affaire personnelle ? Du fait que mon compagnon va voir ailleurs, alors que je le sais, puisqu'aujourd'hui je suis en couple ouvert, et qu'à l'époque je savais qu'il était marié. Tout était authentique, tout était posé, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être jalouse. C'était plus fort que moi, même s'il venait me rassurer tout le temps et encore. Même s'il y a la sécurité du lien. Parce que je sais que les hommes de ma vie ont été toujours très sécurisants et ont pris le temps de vraiment prendre soin, de me dire « mais non, je ne te quitterai pas voilà, ils n'arrêtent pas de passer leur temps à me rassurer. Mais ça n'empêche que même si je sais que je suis importante pour eux, je passe mon temps quand même quelque part à être jalouse quand je suis dans des modèles ouverts. Donc, résultat des courses, après avoir cheminé sur un modèle de contrat fermé, mariage classique, j'en ai fait d'autres après des couples, hein, de couples classiques exclusifs. Après, j'ai fait donc ce couple ouvert avec sa femme. Et après, là, en ce moment, je suis repartie dans un modèle ouvert. Mais il n'y a pas un modèle qui est mieux d'un autre. Ce qui a donné d'ailleurs naissance à la conférence que j'ai donnée sur les modèles amoureux, hein, fidélité entre choix et conditionnement. Chaque histoire a donné naissance à des conférences. Hein. Et donc, oui.
Faut pas croire que mes conférences, elles arrivent comme ça. Non, c'est toujours en relation avec mes expériences et mes histoires. Et à chaque fois que je suis dans une histoire et que je vis un truc, je balance une conférence qui va avec. Parce que je me questionne d'abord moi-même. Et après, je me dis, si je m'interroge, les gens doivent aussi s'interroger, puisqu'on vit tous à peu près la même chose quand même. Donc les modèles amoureux, j'en ai fait même un stage sur questionner les modèles amoureux, et qu'est-ce qui est mieux, le modèle ouvert, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un peu la mode. Aujourd'hui on arrive dans une période où on veut tellement la liberté, on veut s'offrir le meilleur, on veut plus tellement qu'on nous interdise quelque chose, on veut pas trop de cadres, on veut à la fois la sécurité et à la fois l'ouverture. Enfin, l'ouverture, c'est-à-dire le meilleur pour soi-même. Donc, on est dans des contradictions et c'est vraiment typique de notre époque. Et d'ailleurs, j'ai été interviewée hier ou avant-hier par une journaliste sur le roman, là, vous savez, de, comment elle s'appelle, Edwards, là, celle qui avait fait le 50 degrés. Donc c'est des romans un peu porno à l'eau de rose, comme ça, mais qui ont un succès monstrueux. Et pourquoi ça marche? Elle me demandait, mais pourquoi les femmes rêvent tellement encore toujours au prince charmant? À ce type de mec-là, un peu macho, mais en même temps complètement rassurant, qui a de l'argent, et qui la rassure, et qui la sécurise, et qui dit qu'il l'aime, mais en même temps il est dominant, c'est l'alpha sécurisant. Pourquoi les femmes rêvent toujours de ce type de mec? Parce que on veut à la fois de la sécurité, donc quelque part quelqu'un qui nous dit qu'il va nous suivre, qui va nous soutenir, qui va être là pour nous, qui va être attentionné, qui nous aime, qui nous valorise, qui est notre confident, qui est tout pour nous en fait, qui nous donne la meilleure version de nous-mêmes. On veut un homme qui est notre frère, notre amant, notre meilleur époux, notre meilleur ceci, cela. Et en même temps, donc il est tout, on a des attentes jusqu'en haut de la tête, hein, et en même temps, on veut de la liberté. On veut de l'exploration, on veut de l'aventure, on veut pas du plan-plan, on veut pas un désir qui s'émousse. Donc évidemment, c'est des désirs complètement contradictoires. L'aventure et la sécurité, ça fait le grand écart. Et donc du coup, les romans comme ça prennent vachement d'essor. Forcément, puisque ces femmes qui sont un peu dans des routines, mariées, etc., installées dans des routines, elles vont fantasmer sur des histoires comme ça. Dans l'imaginaire, puisqu'elles ne le vivent pas forcément au quotidien. Bon, ça, c'était mon explication de la journaliste. Bon, je m'éloigne un peu de ce que je voulais raconter. Voilà, donc j'étais sur mon questionnement sur les modèles amoureux, hein, un modèle dit fermé, exclusif, modèle ouvert. Et j'en suis toujours là à me questionner en me disant quel est le meilleur modèle. Eh bien, il n'y en a pas. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de meilleur modèle. Il y a, en fait, chacun voit selon son fonctionnement, ses conditionnements, ses valeurs, ses possibilités, surtout ses possibilités, parce que tout le monde n'est pas apte à aller dans des modèles ouverts, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de travail sur la jalousie, travail sur la possibilité de rester centré face à une forme d'insécurité. Donc voilà, donc j'en suis toujours sur ces questions-là. J'ai d'ailleurs fait une des dernières conférences, c'était « Faut-il avouer ses infidélités ?» pour ceux qui me suivent. Je donne jamais de réponse. Si vous connaissez mon travail, je ne donne jamais de réponse fermée. Je donne toujours des questions. Enfin, je suis toujours dans des... Je prends pas parti, hein. C'est toujours l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes en jeu, hein, au niveau psychologique. Mais il n'y a pas de parti pris, parce que chacun va voir ça avec ses lunettes, avec son histoire, avec son profil de personnalité. On n'est pas libre. Donc il n'y a pas un meilleur modèle, il n'y a pas une meilleure voie, il n'y a pas quelque chose qui serait mieux qu'autre chose. Il y a juste à interroger les éléments qui sont en place et qu'est-ce qui se joue pour nous, pour être un peu, pour moi, le but du jeu est un peu plus en paix avec ce qui se passe dans nos histoires d'amour. Voilà. Donc, je vais avancer. Voilà. Donc, pour moi, l'amour, c'est une philosophie de vie. Hein. En tout cas, l'amour au travers de la relation amoureuse, parce que je suis quand même très férue de tout ce qui est philosophie, et à un moment donné, la recherche de la connaissance m'intéresse tellement parfois plus que ça pourrait me faire éviter la relation amoureuse. Et donc, j'ai aussi réfléchi sur ce truc-là, parce que le goût de la liberté intérieure, qui est une forme de distanciation avec les affres de la souffrance amoureuse ou de la passion amoureuse, pourrait facilement me mettre à l'écart. C'est-à-dire prendre tellement de recul sur les choses, la vie, le monde, qu'à un moment donné, je pourrais éviter d'être sur le terrain et d'être dans le jeu de la relation.
je pense que je ne suis pas la seule là-dessus. À un moment donné, quand on commence à prendre un peu de champ, à se dire mais bon, à quoi bon, on va repartir dans le jeu de la relation, on a pris des ruptures dans la tête, on repart, ça repart. Et à chaque fois, bon, il y a des espaces plus calmes, qui sont des espaces plus vastes qu'on trouve dans un chemin spirituel. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je retourne vraiment dans la relation? Mais si je quitte, et je me suis dit, non, tu ne vas pas quitter le terrain. Si tu quittes le terrain, c'est-à-dire le jeu de la relation, si tu arrêtes ça, ben, tu vas perdre le vivant. Parce que mine de rien, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'on est fait quand même pour se goûter à travers la relation amoureuse, pour s'unir, pour communier, à travers le jeu de cette vie, de ce circuit qui passe entre toi et moi. Et que si, à un moment donné, on se dit, bon, je trouve pas la paix avec ça, c'est peut-être probablement vrai. C'est compliqué ces histoires-là. Il faut avoir envie d'y aller, quoi. Je trouve la paix ailleurs, je suis plus tranquille, il y a moins de souffrance parce qu'il y a moins de tension, parce que je suis pas dans la relation. Ok, très bien. Mais à un endroit, je pense qu'on est quand même fait pour se goûter dans la relation amoureuse. Enfin, dans la relation amoureuse ou dans la relation à l'autre, quoi. Le jeu de la relation, c'est quand même quelque chose d'unique. C'est quelque chose où il va s'échanger, et notamment la relation amoureuse, puisqu'il y a jusqu'à la relation sexuelle, il y a quelque chose de l'ordre de l'union dans la pénétration, quelque chose qui se met, qui s'emboîte à l'intérieur de moi, quand même. Donc, il y a quelque chose qui est même charnel et corporel qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et ce jeu du goût, ce goût peut se vivre si et seulement si il y a une forme d'aller-retour avec une question de distanciation. Donc je me suis dit, je ne vais pas arrêter complètement la relation, je vais y retourner. Et même si je souffre, c'est pas grave, je vais avoir quand même, avec tout ce que j'ai vécu, des clés pour mieux gérer la souffrance. Et c'est ça c'est ça dans mon travail de psychothérapeute, à chaque fois c'est ça que je fais. Je me dis mais allez-y, renoncez pas, mais trouvez des clés en vous, des clés conceptuelles, des clés, des pratiques, des choses comme ça qui vous aident à y aller en amortissant les souffrances. Pour pouvoir contenir la souffrance, ne croyez pas que vous allez vous libérer de la souffrance. Il y a trop on est trop pris par nos conditionnements, on ne se libérera jamais complètement de nos conditionnements, de notre parcours, notre histoire familiale, etc. Mais c'est pas grave, on peut prendre un peu de champ quand même pour contenir la souffrance quand c'est trop douloureux. Alors, une des phrases, là j'ai remis un peu ce qui m'est venu quand je préparais, je me disais c'est quoi pour moi cette philosophie de l'amour? Pour moi l'amour, et je le dis souvent à mes participants, et je le dis souvent aux gens qui viennent me voir, c'est pas on s'aime et on reste ensemble. Parce que ça fluctue sans arrêt, ces affaires-là. Un jour, vous l'aimez, le lendemain, vous le détestez, et puis vous le réaimez, puis vous le détestez. Enfin, ça n'arrête pas de bouger tout le temps. Puisqu'il ne me contente pas, à l'instant T où il ne vient pas dans mes attentes, hop, je ne l'aime plus. Quand il contente mes attentes, je l'aime. C'est ça pour tout le monde. On dit qu'on aime, mais en fait, on est contenté dans nos besoins à l'instant T. Donc, c'est pas l'amour, c'est pas je t'aime, tu m'aimes, et si tu m'aimes plus, soi-disant, je te quitte. Non, c'est apprendre à s'aimer, et c'est vraiment un apprentissage. Et c'est une longue route d'apprendre et de connaître quelqu'un. C'est pas en 2 minutes. Ça prend vraiment du temps pour construire une relation. Bah, vous le savez, je raconte pas des trucs innovants là. Mais il y a vraiment une chose qui me heurte beaucoup, c'est quand les personnes disent « Oh, mais je l'aime plus, je le quitte ». Mais ça veut dire quoi l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut mettre n'importe quelle définition là derrière. Je vous fais une interview où chacun y va de sa définition de l'amour. Donc, c'est pas parce qu'on s'aime plus qu'on se quitte. C'est qu'est-ce qui se joue que je me raconte l'histoire que je l'aime plus, quels sont mes besoins insatisfaits, à quel endroit je suis heurtée et j'ai fermé déjà mon cœur. Voilà. Et dans le bouquin que j'ai écrit sur les profils de personnalité, vous verrez qu'à chaque fois, dans chaque profil, si vous le lisez, dans chaque profil de personnalité, il y a une bonne manière de se raconter l'histoire qu'on n'aime plus. Mais c'est une histoire du profil. Vous avez vu que quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes vraiment enflammé par quelqu'un, vous êtes beaucoup plus réactif parce que vous y mettez des enjeux que dans l'amitié ou que avec quelqu'un avec qui vous relationnez en amour mais que vous n'aimez pas vraiment, moyennement, tièdement. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il y a autant de réactivité? Parce qu'on est pris par la réactivation, la réactualisation de nos blessures de l'enfance et tous les manquements reviennent à la surface. Donc les manques d'encouragement, souvent c'est pour la femme, c'est le regard du père qui a
souvent manqué ou qui a été maltraitant, etc. Donc tout ça, ça refait surface dans la relation à l'homme. Et pour l'homme, eh ben, c'est la relation souvent à la mère. Enfin, ça fait un peu complexe d'Oedipe, mais toutes ces blessures de l'enfance viennent se réactualiser dans la relation et on projette sur notre partenaire amoureux les figures parentales. Et ça se rejoue comme ça, sans cesse, sans fin. Donc on vient se retraumatiser très souvent dans la relation amoureuse. C'est un peu inéluctable cette affaire-là. Mais quand on a conscience de ces manières d'être réactif, on est un peu plus lucide. Et même si on se refait mal avec ça, ça reste moins longtemps. Hein. Le fait de mettre de la lumière sur nos conditionnements, qui nous sommes, d'où on vient, pourquoi on s'articule comme ça, ça c'est tout le travail de thérapie. Hein. Pourquoi je suis tellement réactive quand il me critique et c'est insupportable. Pourquoi quand il me rejette, je crois que je ne suis pas aimée, etc. Donc chacun dans son histoire, vous avez des marquages, des engrammes et c'est intéressant de voir d'où vous venez, quels sont les liens avec votre passé pour voir un peu comment vous articulez et pourquoi vous êtes tellement réactif. Et prendre conscience de ces réactivités, c'est vraiment une chose essentielle pour contenir un peu plus toutes ces souffrances, sinon, voilà, ça vous imbibe. Moi, la première, hein, je vois que je suis toujours réactive sur le rejet, c'est mon truc, hein, moi je suis dans mon profil planqué. Donc le planqué, c'est vraiment la peur du rejet. Et donc à ce titre-là, dès que je me sens un tantinet de rejeter, tout de suite, je fuis, je démissionne, bon voilà, bon, c'est mon profil qui veut ça. Mais comme je le vois et que je me connais, mais je ne donne pas trop prise là-dedans. C'est-à-dire, je donne prise dans l'instant, mais à T+2, T+3, je me remets sur mes pattes. Voilà. C'est tout l'intérêt de mettre de la conscience sur les endroits où vous mettez de l'enjeu. Dès qu'il y a de l'enjeu, c'est qu'il y a une blessure qui a été engrammée et qui résonne encore aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut connaître son profil, ses schémas répétitifs, voilà, mieux savoir qui on est, comment on fonctionne, d'où on vient, et voir toutes ces répétitions c'est pour ça que je disais, on n'a pas le choix. Pour moi, il n'y a pas de choix dans nos réactions. Il n'y a vraiment pas d'histoire de liberté là-dedans. On est programmé pour fonctionner ainsi avec notre profil. En plus, très souvent, on se croit normal dans notre profil et on se dit moi je suis comme ça, l'autre il est comme ça, il est normal aussi. Non, personne n'est normal. Si vous connaissez mieux ces histoires de profil, vous voyez que l'autre, il est programmé dans son profil, qui est probablement pas le même que le vôtre. Et du coup, c'est normal qu'il réagisse ainsi. Par rapport à son histoire, il ne peut pas réagir autrement. Et je le dis sans arrêt dans mes conférences. Quand vous comprenez que l'autre ne peut pas faire mieux, déjà ça vous calme. Et même si ça vous énerve, le fait d'être empathique et de comprendre qu'il en est là et qu'il ne peut pas faire mieux que ça vous donne une forme de liberté. Voilà. Donc connaître son profil, ses schémas, c'est mieux de connaître le profil de l'autre et le schéma de l'autre, parce que comme ça, vous avez le décodeur. Sans décodeur, vous n'avez pas de lisibilité. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les codes de l'autre, vous n'avez pas vos codes et vous ne comprenez pas pourquoi ça ripe, pourquoi vous galérez dans la relation, parce qu'en général, forcément, vous n'avez pas cette compréhension de votre fonctionnement et du fonctionnement d'autres. C'est extrêmement aidant de savoir de quoi je suis fabriquée, quelles sont les parties de moi qui agissent quand je suis réactive. Pourquoi il y a de tels conflits intérieurs? Il y a souvent un conflit entre une partie qui veut ça et l'autre partie qui veut l'inverse. Et mieux se connaître, c'est vraiment une manière de s'apaiser et de donner du champ dans la relation. D'être moins prisonnier des réactivités. Ça n'empêche pas la réactivité, mais à T+2, à T+3, ça calme et vous pouvez rester dans le lien. Chose qui n'est pas possible quand vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez et comment l'autre fonctionne. Bon, une chose qui va être importante pour moins souffrir dans la relation, ça va être de soigner ses blessures du passé. Ça, c'est un peu inéluctable, dépoussiérez un peu, faites le tri sur toutes vos blessures. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà fait un chemin sur eux-mêmes, mais on n'en a jamais fini avec nos blessures du passé. Je vous dis, les conditionnements, c'est des marquages au fer rouge, et à un moment donné, force est de constater qu'on ne se libère pas de tout. Moi, j'ai constaté sur moi. Hein. Je me dis, bon, ok, j'ai l'inscription, je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Bon, très bien, je le vois tout le temps, ce truc-là. Et ça apparaît sans arrêt.
Donc même si j'ai fait 30 ans de travail de thérapie sur moi et que j'en fais encore, je vois bien que ça continue d'apparaître. Donc c'est pas grave. Arrêtez de croire qu'un jour vous vous libérez de tout. Lâchez la grappe là-dessus. Lâchez. Une des plus grandes manières d'arrêter de souffrir, c'est d'arrêter de vouloir être autrement que ce que vous êtes. Connaître vos conditionnements, voir de quoi vous êtes fabriqué. Hein, si vous êtes avec je ne peux pas être aimé, je ne mérite pas d'obtenir ce dont j'ai besoin, ça c'est les gros trucs. Je ne suis pas assez connecté à la vie, je risque d'être rejeté, je risque d'être trahi, enfin tous ces trucs-là, les grandes blessures, abandon, trahison, humiliation, vexation, injustice, je sais plus, rejet. Donc toutes ces grandes blessures, en général, on a une ou deux, enfin voilà, on en a tous. Donc on se balade avec des croyances limitantes. Et elles sont là en vous, elles sont engrammées. Voilà. Et si vous ne les connaissez pas, elles agissent à votre insu, c'est votre disque dur. Si vous les connaissez, c'est bien, mais il y a peu de chances que vous vous en libériez un jour totalement. Donc ce qui est bien, c'est de voir ce que j'appelle l'enfant intérieur, qui se débat toujours avec ces affaires-là, et une autre partie de nous qui veut se libérer de tout ça et qui exige de soi d'être au-dessus de la mêlée et de se libérer de tout ça. Et ça, c'est juste pas possible. Donc une des manières d'arrêter de se faire souffrir, c'est de se vouloir, d'être exigeant et de se vouloir autrement qu'on ce qu'on est. Alors ça, c'est un des grands trucs que j'ai remarqué, c'est la bienveillance avec soi. Et ça, c'est un chemin jusqu'à la fin de notre vie. Et je le dis parce que je me traite comme ça moi-même, hein. C'est comme ça que je fais avec moi. Quand je vois que je suis vraiment dans une grande exigence et un perfectionnisme en fait, hein, je veux me rendre parfaite. Par exemple sur la jalousie, moi qui suis toujours encore jalouse, donc des fois je me dis mais qu'est-ce que je fous? Ça fait des années que j'ai traité ça en thérapie, mais je ne sais pas combien de fois. Mais pourquoi je reste avec ce truc de jalousie? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a rien à faire chez moi. Je donne des cours là-dessus, enfin, imagine toi. L'experte de la relation amoureuse, encore. Et quelqu'un me disait, il y avait une participante qui me disait, mais vous souffrez toujours, chère madame? Ah bah oui, j'ai dit, bah oui, alors, le problème, c'est pas la souffrance. Ne croyez pas, parce que je suis une experte, entre guillemets, ça me fait rire, que je vais me libérer de tout. Personne ne se libère de tout. Hein. Donc l'idée, c'est pas tellement de vouloir absolument se libérer de tout, c'est juste de voir les inscriptions. Et quand on a un peu de champ, quand on a un peu de marge, quand on est un peu moins stressé, on trouve des clés, etc. Ça marche. Mais quand on n'y arrive pas et qu'on est encore réactif, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. On peut très bien s'accueillir là-dedans en disant, bah voilà, j'ai pas tout débloqué, j'ai pas tout libéré, et c'est mes limites. Et on a des limites. Voilà. Et à ce moment-là, quand on est la liberté intérieure, pour moi, c'est de voir ses limites, de les reconnaître, et peut-être d'éviter de se faire mal avec ça. C'est-à-dire d'éviter d'exiger de soi de se libérer de ça, ou de se faire du mal en s'exposant inutilement à des trucs qui tapent toujours au même endroit. Donc ça s'appelle dans les thérapies comportementales et cognitives le contrôle du stimulus. C'est-à-dire j'arrête de me stimuler à l'endroit où ça fait mal. J'arrête de me mettre dans un environnement où ça tape toujours dessus. Donc sans tomber dans l'évitement complet, hein, il ne s'agit pas d'éviter complètement, mais de voir ses limites pour aller dans le sens de je vais arrêter de me blesser, de me retraumatiser tout le temps, parce que je me protège en faisant ça. Voilà. Donc soigner ces blessures du passé, c'est drôlement important, reconnaître ses limites et reconnaître aussi l'impuissance qu'on appelle l'acrasie, hein, l'impuissance à changer, à se changer et à changer l'autre aussi, ça c'est important. Et prendre en compte que le partenaire, utiliser la relation pour que le partenaire puisse vous réparer un peu quand même. L'estime de soi, pas que. Hein. Toutes les blessures qu'on pas, les manquements, les manques d'encouragement, mais pas que. Ça peut être aussi autour de la caresse, de la tendresse, de la sexualité, d'être attentionné. Enfin, tout ce que vous avez un peu raté ou été difficile dans votre parcours avant, bah, est-ce que vous pouvez utiliser le partenaire pour réparer un peu vos blessures et le faire sciemment ? Pas le faire en disant mais non, mais non. Non, je dis toujours dans la relation amoureuse, ce qui est important, c'est d'être conscient qu'on s'utilise les uns et les autres et que c'est pas grave, c'est même tout à fait honorable. On s'utilise et de le faire de manière fonctionnelle, sans émotion. C'est-à-dire de ne pas avoir honte de s'utiliser et d'utiliser l'autre pour me réparer, de me dire ô combien je suis jolie, intelligente, belle, machin, si j'en ai besoin. Parce que ça me fait du bien
et que je vois pas en quoi ça pose un problème, hein, si ce n'est toujours pareil, mon ego qui voudrait pas utiliser l'autre, voudrait être dans l'amour noble, etc. Donc on se raconte des histoires, alors qu'au fond, on s'utilise tous les uns et les autres. Que ce soit dans l'amour ou dans la sexualité, on s'utilise. Et si on le fait de manière fonctionnelle, il n'y a pas de problème. Si on se raconte une image, un truc, une histoire, comme quoi c'est pas joli, qu'on s'utilise, c'est pas très beau, c'est pas très noble, etc., eh ben, c'est dommage. Parce que l'autre peut vraiment nous aider et nous réparer, même s'il ne peut pas tout faire pour nous, mais il peut à un endroit nous réparer de nos blessures du passé. Voilà, on ne guérit pas totalement de tout et ce n'est pas grave. Hop, on passe. La relation amoureuse, si vous ne voulez pas vous en retirer complètement, hein, c'est-à-dire dire bah, moi je vais devenir un évitant, j'ai trop souffert et j'éviterai. Chose que je vous ai racontée dans ma vie, je me suis dit par moments, je me suis dit je vais peut-être arrêter d'être sur le terrain de la relation parce que c'est plus, oui, c'est moins souffrant, c'est plus tranquille quand il n'y a personne dans ma vie. Pas faux, hein. Pas de conflit, on va pas se prendre la tête, je suis à mon rythme, pas de négociation, pas de compromis, personne m'embête, hein. J'ai pas les enjeux de ces traumatismes qui tapent sur les miennes, bon, je suis tranquille, donc c'est plutôt peinard. Sauf que, je vous l'ai dit, je vous le redis, bah, vous jouez pas le jeu, et c'est pas très vivant. Faites pas, c'est comme si vous n'étiez pas dans la partie. Voilà, vous êtes, on est ici pour expérimenter ce que propose la vie. Et dans la proposition, il y a la relation. Voilà. Et donc goûter la relation, ça peut être un plan. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est quand même assez parfois goûteux. Donc la relation pour moi, c'est quand même d'y aller et d'oser donc l'insécurité. Parce que si vous êtes dans des histoires complètement sécures, ben vous allez être dans un cadre, mais une fois que vous êtes dans le cadre, vous allez voir, vous allez vous ennuyer comme un rat mort. À tous les coups. Ah bah à tous les coups. Hein. Donc vous rêvez de votre famille, là, moi je l'ai fait, un plan-plan, la famille, le mari, machin, les enfants, la super maison, le chien, la bonne, enfin tutti quanti quoi. Hein. Et une fois que vous l'avez, si vous mettez de l'énergie dedans, vous faites tout ce qu'il faut, et une fois que vous l'avez, bah bon. C'est comme commencement des emmerdes. Mais c'est toujours comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sécurité, les gens s'ennuient, hein, les célibataires veulent être en couple, et les gens en couple veulent être dans le célibat. Enfin, voilà. Donc en fait, on est toujours en train de courir après ce qu'on n'a pas, et on est des insatisfaits chroniques les uns et les autres. Vous avez remarqué, hein, il n'y a pas que... Voilà. Et toujours, la plupart d'entre nous, on est toujours en train de pointer ceux qui dysfonctionnent, ceux qui n'est pas, qui devraient être, soit sur nous, soit sur l'autre. Donc on est toujours en train de se prendre la tête sur « Ah oui, il y a ça, ça c'est bien, mais ça devrait être autrement. » Et on se prend le chou avec ça. Hein. Bon, alors on ne peut pas faire autrement, on est fabriqué de ça, mais parfois c'est intéressant de voir combien on est formaté de ce truc d'insatisfaction chronique. Et alléger le système, c'est simplement voir ça. Voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, c'est juste à pouvoir contenir nos insatisfactions chroniques et arrêter de courir toujours derrière « je veux plus, mieux, 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 mieux », parce qu'avec n'importe quel partenaire, il y aura toujours des limites, étant donné que vous allez toujours, dans toute relation, être confronté à vos limites, à ses limites et aux limites de la relation. Parce qu'on est complètement limité et on cherche l'absolu, on cherche la perfection, on cherche l'unité, on cherche le grand amour, on cherche le divin, on cherche plein de trucs qui sont juste impossibles à tenir dans une relation, puisque la relation, c'est l'imperfection par essence. La relation, c'est nous, on est imparfait, la relation est imparfaite et le mec en face est imparfait. Ou la femme en face est imparfaite. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça. Donc tant que vous n'avez pas complètement compris ce machin, bah vous allez prendre les pieds dedans en étant toujours dans « j'exige »,« je veux que l'autre soit autrement »,« j'exige »,« je veux être autrement », et vous allez vous prendre les pieds sans arrêt là-dedans. Moi, je le dis parce que je suis la première toujours à constater ce truc-là. Et c'est inhérent à l'histoire de la relation amoureuse. Je veux de la relation amoureuse. Et dès que je suis dedans, même si j'ai un mec génial qui m'adore, etc., sans arrêt, je suis en train de pointer ce qui n'est pas, ce qui devrait être mieux, ce qui ferait que je serais plus comblée, et toutes les attentes, en veux-tu, en voilà. Et on fait tout ça. Je ne suis pas la seule. Hein. Donc à regarder hein, combien on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pas gênant d'avoir des attentes. C'est juste le problème de croire que c'est vrai, que si vous êtes comblé dans vos attentes, vous allez être heureux.
Ça, c'est faux. Une fois qu'une attente est comblée, on part sur une autre. Une fois qu'une attente, on part sur une autre. Et on part sur une autre. Et c'est sans fin l'histoire. Donc, un espace de liberté intérieure, c'est piger ce truc-là et être d'accord pour fonctionner comme ça. Donc, ça veut dire se laisser traverser. Hein, et ça, c'est vraiment mes clés à moi, de par mon chemin. C'est je suis d'accord pour avoir des attentes, pour être frustrée, pour me sentir pas assez ceci, pas assez cela, pas recevoir assez, etc. Donc pour vivre de l'insatisfaction. Et je suis d'accord pour continuer. Continuer avec, en accueillant toutes ces insatisfactions. Voilà, en étant au clair là-dessus, au courant que ça va m'arriver. La recherche de la connexion, l'amour pour moi c'est la recherche de la connexion. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe, la relation amoureuse, c'est ça, hein, c'est la recherche de la connexion à l'autre. C'est comme si j'avais besoin qu'on me branche du courant pour sentir la vie en moi, et que s'il y a quelqu'un qui fait de l'union et de la communion avec moi, alors à ce moment-là, je me sens 10 fois plus vivant. Et quand il n'est pas là, d'où les problèmes de dépendance affective, hein, si le partenaire que j'aime tant, qui me donne tellement de choses goûteuses, disparaît de mon champ, ou s'intéresse à quelqu'un d'autre, alors j'ai l'impression que je ne suis pas vivante. C'est tout le problème de la relation. Hein. L'idée de croire qu'avec cette personne, je suis vivant, sans cette personne, je ne suis pas vivant, pas assez intensément vivant. Vivant dans le sens intensité. Et cette affaire-là, elle est importante à dénoncer, à reconnaître, parce qu'on veut se connecter, on veut de l'intensité, et en même temps, ce goût de l'intensité, ce goût de l'état amoureux, des fois, ça nous colle des problèmes hallucinants. Parce qu'on court derrière l'intensité, derrière la connexion, et on se fait des fois très très mal avec cette recherche de ce circuit électrique, hein, comme si on veut s'électriser avec l'autre, cette flamme. Et c'est comme si on ne savait pas sentir cette passion en nous traverser sans le courant de l'autre. Voilà, c'est comme une prise, on se branche à la prise, paf, ma prise disparaît, je suis dans le tiède. C'est ma vie est fade. J'entends des trucs comme ça, je vous le dis parce que j'entends dans mon cabinet, mais je peux le sentir aussi de temps en temps. Ah ouais, c'est moi bien. Pendant très longtemps, moi, dans ma vie, je trouvais que sans un homme qui m'aimait comme ça, qui me vénérait, j'ai été dans ma vie sans homme, c'est un peu comme un truc un peu comme mettre à la poubelle, quoi. C'est moins terrible, quoi. C'est moins terrifique, quoi. C'est bof, voilà, c'est bof. Avec un homme, c'est tellement, waouh, sans homme, c'est beau. Voilà. Donc ça, c'était ma vision, c'était comme ça que je vivais les choses. Et après, je me suis dit, mais comment je vais... Parce que ça me collait en dépendance affective, forcément. Dès que j'étais avec un homme, j'étais fascinée, c'était waouh, c'était tellement extraordinaire. Ah, ça, merci de cette question, une vraie question. Elle est actuelle en plus. Puisqu'aujourd'hui on a le choix de ne pas rester, de divorcer, de se séparer, qu'on a les moyens de le faire financièrement, etc. Donc, et puis la logique de la famille institutionnelle, elle est moins forte qu'avant. Hein. On n'est pas obligé de rester ensemble pour le bien des enfants. Enfin, ça joue moins quand même pour nous. Donc du coup, on voit ces hommes et ces femmes qui mènent des relations. 15 ans, c'est beaucoup. Hein. En général, c'est souvent moins de 15 ans. C'est 5, 6, 7 ans. Rupture. Hop, c'est ce que j'expliquais, prince charmant, femme idéale, c'est pas celui-là, là, le décompte. Il y a des moins, il y a des moins, il y a des moins dans la relation, puis à un moment donné, j'en peux plus. La relation se dégrade, on met pas de conscience dessus. J'ai dit, on apprend à s'aimer dans la relation. À un moment donné, il y a plein de couples qui se séparent parce qu'ils n'ont pas mis en lumière ce qui s'est joué comme interaction dans les mécanismes psychologiques entre mon profil de personnalité, ton profil de personnalité. Ces histoires névrotiques qui s'emboîtent, et donc on en veut à l'autre, et on finit par démissionner, se résigner, en disant mais ce partenaire-là, de toute façon, voilà, je le connais, alors je le connais, il me connaît, bon, déjà c'est mal parti, hein, on se connaît jamais vraiment, mais je le connais, de toute façon il ne pourra pas changer d'angle de vue, parce que je le vois sur cet angle-là, je le connais sur cette facette-là, et j'imagine même pas qu'il puisse bouger, qu'il puisse changer. Vous seriez étonné de voir que vos anciens partenaires, avec d'autres personnes, ils ne sont pas du tout les mêmes. Mais alors, rien à voir. Mais oui, ils se mobilisent sur d'autres facettes. Moi, j'ai eu plus de 700 histoires de relations.
Je ne sais même plus, j'ai même pas compté tellement j'en ai. Ah ouais, je ne sais même pas. Après, j'ai pas fait couple avec tout le monde, hein. J'ai fait 10-15 couples. Faut pas faire des couples, non, il m'avait 3 vies. Hein. Mais à chaque fois que j'étais en relation, étonnamment, je n'étais pas la même. Je ne me rencontre pas, mais je l'ai dit souvent dans mes conférences, je ne me rencontre pas sur les mêmes facettes. Avec un tel, je vais être rigolote, avec l'autre, je vais être profonde, avec celui-là, je vais être philosophe, avec l'autre, je vais être je sais pas quoi. Enfin, je suis jamais la même. On ne se rencontre pas sur les mêmes facettes. Vous seriez étonné de voir combien vous ne connaissez pas vraiment le partenaire, mais que vous supposez, parce que vous avez vu fonctionner comme ça, et que c'est bloqué à cet endroit-là, qu'il est comme ça, et que ça ne peut pas se dénouer autrement. Et quand on ne met pas de conscience sur nos mécanismes, bah forcément, on entretient ces croyances comme quoi bah, ça ne peut pas être mieux la relation, voilà. Et on est tenté de trouver vraiment autre chose ailleurs. On commence à fantasmer sur du piment, d'intensité qui serait pas là, mais là. Voilà. Et pourquoi pas? Parce que ça peut être vrai qu'il peut y avoir du piment ailleurs, hein, bien évidemment. Hein, parce que moi, je suis partie dans les modèles ouverts parce que j'en avais marre de ce truc, t'es tout pour moi, je suis tout pour toi. Et un ne va combler toutes mes attentes. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Un ne va pas jamais combler toutes mes attentes. Donc, autant avoir un plus... qu'à faire. Hein. Voilà. Et c'était pas ça la question. C'est comment ça se fait qu'à un moment donné, la relation s'arrête. Elle s'arrête soit parce que on s'est pas arrêté, on s'est pas posé, ce qu'on fait en thérapie de couple, pour regarder ce qui achoppe chez toi et chez moi qui fait qu'on est complètement réactif et qu'on a démissionné, qu'on a perdu la connexion. C'est ça, c'est la résignation, il y a eu une fracture de la connexion. Vas-y, tu peux prendre le micro s'il te plaît. Le micro, c'est vous qui l'avez. Ah, j'ai repris le micro. Un jour, j'ai laissé la télé allumée sur la 2. Il y a une émission à 14h. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Des choses assez extraordinaires. Enfin, bizarres, extraordinaires. Et le titre était sur des femmes qui ont tout quitté pour un homme. Un être aimé, pour quelqu'un qu'elles ont rencontré. Un autre. Oh, il y avait des reportages incroyables, des témoignages incroyables. Des femmes avec une situation matérielle excellente, fabuleuse. Des grandes maisons, des richesses importantes qui ont tout plaqué pour suivre soit un jeune, un petit jeune. Ah, moi ça m'a... Et le jeune venait à la fin, il avait 30 ans de moins, mais c'était incroyable. Et c'était le grand amour. Hein. Oui, mais tout est possible. Mais déjà parce qu'aujourd'hui on s'offre plus de... tout est possible, voilà. Il y a un truc aussi, c'est qu'on ne veut pas rater des expériences. On se dit, j'ai qu'une vie, je veux en profiter, tu vois. On est dans l'injonction du bonheur, comme tu l'as dit. Donc, on ne veut pas se rater. Donc, si on vit une relation un peu tiédasse, un peu qui arrive à, tu vois, casser limites, eh ben, aujourd'hui, on se dit, bah, notre société, on veut performer, on veut réussir un truc, on ne veut pas s'emmerder la vie très longtemps. Donc on commence à fantasmer que ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs ça serait mieux. Est-ce que c'est parce que, quand on part avec des petits jeunes, est-ce que c'est parce qu'on a envie de se narcissiser, de se rassurer, ou est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour? Parce que moi je suis avec quelqu'un qui a 12 ans de moins en ce moment, mais franchement il aurait 12 ans de plus, ça ne me changerait pas grand-chose. Enfin, c'est comme ça. Mais bon, après, est-ce que d'où ça part, de quel endroit ça part que je choisis quelqu'un qui a 20 ans de moins? J'en sais rien, faut de chaque cas. Au cas par cas, on peut pas faire une généralité de ça. Mais c'est vrai qu'on assiste vraiment avec cette tendance de je veux pas rater une expérience qui pourrait me passer sous le nez, sur laquelle je voudrais pas... Et avant, ça se faisait pas du tout, ça. Avant, on était dans des codes de bonne conduite. Hein, on gagnait le paradis si on était vertueux, donc si on restait dans la famille, élever ses enfants, rester honnête avec son époux, voilà, ça c'était la conduite de vertu. Aujourd'hui on s'en fout de la vertu, mais rien à ta tête, alors là, Tintin Milou la vertu, maintenant c'est je ne veux rien rater. Je ne veux pas rater ma vie, je veux profiter, m'offrir le bonheur. Ça n'a rien à voir. Tu comprends bien pourquoi on voit apparaître les serial monogames, qui c'est, je fais un couple, je m'arrête au bout de 6-7 ans, un autre, et je passe toujours mon temps à chercher le prince charmant. Écoutez ma conférence sur le prince charmant, parce que c'est vraiment ça l'histoire. Et à chaque fois avec des déceptions à la clé, à cause des attentes romantiques énormes. Parce que la nana, là, qui après se tape un petit jeune machin, voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, garde-la en vue sur 10-15 ans, tu vas voir. Il y a forcément dans la relation à long terme des déceptions à la clé.
de par les fritages de personnalité. C'est normal. À la recherche de la perfection. On est alors vas-y, tiens, prends le micro. Non, mais j'ai une voix qui porte. Oui, on est toujours à la recherche de la perfection. Voilà. Donc, toutes vos expériences que vous avez vécues. Oui, encore aujourd'hui. Exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Cette course au prince charmant, cette course à la femme idéale, elle part de l'endroit, de l'envie, de l'absolu. Je rêve de ce truc d'unité. Je rêve de retrouver l'homme qui va me transporter, hein, qui va me combler, qui va m'émerveiller, qui va tout, quoi. Et qui est à la fois soutenant, attentionné, machin, tout ça. Et forcément, comme il est limité et qu'on est limité, ça ne marchera pas, ce truc. Donc l'acceptation de l'imperfection, c'est la clé. Est-ce qu'il faut supprimer les histoires de princes charmants, alors? Mais non! C'est la première chose que je vous ai dit. La première phrase que je vous ai dit, ne renoncez pas. Croyez aux histoires. Jouez le jeu. Allez sur le terrain. Jouez le jeu. Lâchez pas le terrain. En ayant du recul. Mais oui, mais vous dites que non, qu'il ne faut pas que le prince charmant il existe. Oui, mais c'est ça la nuance. C'est je suis au courant qu'il n'existe pas, que tout est tout le temps imparfait, mais en même temps, je ne renonce pas. Je joue le jeu sans le jouer. Et c'est ça que j'apprends dans mes stages, notamment de tantra, qui sont être dans le monde sans être de ce monde. Parce que quand j'ai le discernement qui arrive, c'est une forme de clarté, une vision de l'esprit, enfin une vision claire qui est, je sais que ce sera toujours imparfait, je sais que je serai toujours insatisfaite. Et si c'est pas là, c'est là, et si c'est pas là, c'est là. Mais c'est pas grave. Parce que je peux quand même, avec mon histoire de fascination, mes clés de l'émerveillement, du ludique, de machin, agrémenter, alimenter quelque chose, cette capacité de me mettre en connexion avec l'autre, de jouer le jeu quand même, de rendre les choses agréables, voire merveilleuses, parce que je vais créer cet univers-là, hein, sans me prendre les pieds dedans, parce que je sais qu'il ne sera pas parfait. Donc je suis au courant qu'il y aura des moments de souffrance, je suis au courant qu'il y aura des orages, je suis au courant qu'on va se bagarrer. Mais il n'y aura pas que ça. Après la pluie, il y aura le beau temps, après le beau temps, il y aura la pluie, après la pluie, il y aura le beau temps. Donc je vais être en lien avec ce qui me traverse et je vais accepter ce qui me traverse, y compris au niveau émotionnel. Et si je ne m'agrippe pas, et c'est ce que je vis dans ma relation, si je ne m'agrippe pas aux émotions, d'une émotion, ça passe à une autre. Je peux passer dans ma journée avec mon copain un moment où on est hyper dans la tension, on se bagarre, et le lendemain, bah, c'est voilà, comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que je n'entretiens pas les contentieux. Si je veux être dans j'ai raison, t'as tort, il m'a fait ça, il n'aurait pas dû, il m'a fait ça, et que je suis incapable de réouvrir et de laisser le beau temps arriver, ben, je peux passer mon temps à pourrir ma relation et à changer de partenaire toutes les 5 minutes. Mais rester avec le partenaire, ça veut dire être capable de croire au prince charmant et de le faire vivre, cette histoire du prince charmant, en acceptant les limites. Voilà, en acceptant les limites et en étant avec ce qui est sans arrêt. Ce qui est, ça bouge tout le temps. Le principe de la permanence, ça bouge tout le temps. Mais tout le monde pareil, moi je suis restée mariée. Attends, passe-lui le. Je suis restée mariée 25 ans et j'étais pas heureuse en mariée, mais je suis quand même restée 25 ans avec mon mari. Oui. Donc alors oui, bon, alors ça c'est alors au cas par cas. Il y en a qui restent plus ou moins longtemps, qui font des partenariats, et d'autres qui disent oh là là, moi pas m'embêter. Il y a tous les cas de figure. Là, tu es dans un cas de figure où tu es resté vraiment longtemps dans une relation où c'était pas terrible, tu n'étais pas heureuse. Ouais. Donc ça, c'est les relations où on s'enchaîne, tu vois, où on se trouve des bonnes raisons pour rester dedans. Mais à cette époque-là, si tu l'as fait et que tu ne pouvais pas bouger, partir, c'est que tu ne pouvais pas faire autrement. C'est qu'il y avait un fil à la patte qui faisait qu'il y avait une partie de toi qui priorisait ou qui pensait que c'était mieux de rester avec les enfants, que je ne sais pas quoi, tu vois. Voilà. Donc tu ne pouvais pas faire autrement. Point. Il n'y a pas à s'en vouloir. Il n'y a jamais à regretter. Il n'y a jamais à s'en vouloir d'avoir été comme ça. Parce qu'à l'époque, vu comment tu étais formaté, tu ne pouvais pas faire bouger les choses autrement. Un point, c'est tout. Voilà. Je te dis, les plus grandes difficultés, c'est la non-acceptation, c'est le blâme de soi. J'aurais voulu être autre. Si j'avais su, j'aurais pu. Non. Si tu avais su, tu n'aurais pas pu, puisque tu ne le savais pas. Tu n'étais pas la même à l'époque. Oui. Oui, moi j'étais confrontée à cette question de rester ou partir. Et c'est une question que je me pose toujours d'ailleurs.
Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Ouais. Donc, entre le sentiment d'insatisfaction permanent, l'interrogation, est-ce que c'est en relation avec ma problématique, cette insatisfaction, ou est-ce que ça ne fonctionne pas, quoi. Bah, la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? C'est une bonne question, hein, parce que je le dis souvent, si vous êtes dans une relation qui est complètement pourrie, dégradée, où vous vous faites maltraiter, ou vous maltraitez toute seule, peut-être pas une bonne idée de rester dedans. Parce que n'empêche que si vous êtes en relation amoureuse, c'est quand même pour qu'il y ait quand même plus, que ça vous énergétise, plus que ça vous pourrisse la vie quand même, au global. Faut pas non plus passer son temps dans l'insatisfaction, mais il faudrait regarder, et là je peux pas vous dire, c'est au cas par cas, à regarder jusqu'où vous êtes dans un truc maltraitant, ou jusqu'où vous êtes orienté sur l'insatisfaction et vous faites plus que pointer tout ce qui va mal en oubliant ce qui va bien. Donc là, je ne peux pas faire un diagnostic, hein, ça c'est un peu plus approfondi, mais c'est vrai que c'est une bonne question de se dire jusqu'où je reste et je me fais mal là-dedans. Mais la réponse est toujours le curseur au niveau énergétique, hein. Est-ce qu'elle est énergétivore, cette relation? Est-ce que quand je sors de cette relation, je me sens complètement ratatinée, asphyxiée, etc. Et oui. Ou malade, il y en a qui se rendent malades dans la relation. Moi, souvent, j'ai somatisé, hein. J'ai eu des histoires où je tombais vraiment malade, hein. Et donc, ça, c'est des signes. Si je tombe malade, si je commence à avoir des pertes d'énergie, à être complètement ratatinée, c'est qu'il y a un problème quand même. Ça me nuit, hein. Donc il faut regarder de quel endroit ça part que je n'y trouve pas mon compte, hein. Est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de l'autre, qu'est-ce qui se joue dans le lien, et pouvoir modifier certains schémas quand même. Voilà. Ouais, vas-y, passe. C'est intéressant vos questions. Je me permets de vous poser une question. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Des grands maintenant, ils sont grands les miens. Elle l'a dit, hein. Oui, j'ai des enfants. Pourquoi cette question? Oui, j'adore les enfants d'ailleurs. Et maintenant, c'est tous mes patients en cabinet ou tous mes participants, c'est mes petits-enfants, mes petits protégés. Je suis en lien avec l'enfant intérieur de mes patients. Et vraiment, il y a quelque chose... c'est pour ça que je parlais de la fragilité. Je disais, mais moi, je sens tout de suite la fragilité des personnes, même quand elles arrivent avec un soi fort, un soi parfait, un machin... bon, bref. Et c'est vraiment important de se mettre en connivence, en complicité avec la part de fragilité en nous qui est derrière le côté je me veux comme si, je suis exigeant, je te critique, je ceci, je cela. Il y a vraiment toujours un petit enfant fragile qui est derrière tout ça, qui a très très peur et qui pour se défendre agit de la sorte. Voilà, donc faites l'alliance avec l'enfant intérieur, c'est vraiment extraordinaire. C'est une clé inouïe pour relationner d'une manière saine, hein. Pour vraiment détecter, décoder qu'est-ce que se joue derrière des comportements machos, derrière des comportements de rejet, qui vous traumatisent en fait, hein. Derrière, il y a toujours une petite personne qui est fragile. On est tous pareils. C'est très compliqué tout ça, d'essayer de toujours comprendre l'autre. Oui, c'est compliqué, mais pas tant que ça finalement, parce que une fois qu'on a remarqué, en ayant des classifications, moi parce qu'il y a des classifications qui aident quand même. Donc à partir du moment où vous avez des grilles de lecture de décodage, c'est beaucoup plus simple. Parce que les gens sont du même moule, hein, avec des classifications. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin là-dessus, parce qu'au moins, voilà, c'est une classification, quoi. On répertorie. Donc soit c'est ça, et après, ça fonctionne toujours pareil. Voilà. Alors, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces grilles de décodage, hein. Franchement, hein, dans ma vie amoureuse, à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne dis pas, hein, je ne vais pas lui raconter, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça n'a pas d'intérêt pour l'autre. C'est un intérêt pour moi, pour avoir les codes. Et donc, comme ça, détecter qu'est-ce qui se joue derrière ce qui apparaît. Parce que le jeu des apparences, c'est une chose, mais derrière, il y a tout ce qui est en dessous. Et comprendre, mais c'est pour ça que ça s'apprend. C'est pour ça que ça ne s'invente pas. On ne peut pas comprendre comme ça, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressée d'avoir ces grilles de lecture en tête. Voilà. Puis en plus, c'est ludique, c'est sympa. Hein. Les grilles de décodage, elles sont dans votre livre? Oui, c'est sur les profils amoureux. Après, j'ai travaillé aussi sur l'énéagramme, hein. J'ai donné des cours sur l'énéagramme, donc j'ai appris plusieurs grilles de lecture. Puis je me suis dit, moi, ça me sert tellement dans ma vie amoureuse, mais pas que, après ma vie professionnelle aussi, que je vois pas pourquoi j'en ferais pas profiter les autres. Parce que ça simplifie la vie de comprendre dans quel moule il est
Et dans un moule de personnalité, il réagit comme ça, il a peur de ça, il croit ça il croit pas, il aime ça il aime pas. Voilà. Et ils sont tous à peu près pareils. Donc, comme ça, tranquille. Dans le profil, on est tous à peu près du même genre. Quelque chose. Et quand je vois apparaître d'ailleurs, mais c'est vachement pratique parce que quand je vois apparaître même un patient en cabinet, très très vite, ça me donne, ça c'est pas étonnant qu'il dise ça comme ça, là c'est pas étonnant qu'il aime ça c'est normal qu'il fonctionne comme ça. Donc ça devient prévisible. Et du coup, quand on a une compréhension du fonctionnement et de la prévisibilité, on ne s'étonne pas, on a moins d'attente sur l'autre et on est moins heurté surtout. Et c'est tout l'intérêt, c'est d'être moins heurté par les comportements de l'autre, des agissements de l'autre. On n'est pas surpris, on est plus tolérant, on est plus tranquille, on accepte mieux l'autre à l'endroit où il veut et on ne veut pas le changer parce qu'on sait qu'il ne peut pas changer. Donc on arrête de se prendre la tête avec ça. Et pour nous-mêmes, on arrête de vouloir se changer, c'est la même chose. C'est juste rien que pour les hommes ou bien les femmes? Non, c'est hommes et femmes. Non, j'ai pas écrit un bouquin que pour les femmes. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment, c'est tout confondu. C'est une grille de lecture qui était utilisée en psychopathologie au départ et qui est réutilisée. Attends, où est le micro? Tu te fais aider par un confrère ou pour avoir les sentiments des hommes? Mesdames, messieurs, votre médiathèque ferme ses portes. Ah, alors dernière question. Vous dites votre étude est dans les deux sens, mais oui. Vous le voyez surtout du côté femme? Non, moi je vois des femmes et des hommes. Ah, non, mais moi d'abord... c'est par rapport à toute votre expérience? C'est mon expérience, puis c'est mon expérience personnelle, puis c'est mon expérience des personnes que je suis au cabinet. D'accord. Je vois pléthore d'hommes et de femmes. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, non. Non, du tout. D'abord, c'est pas moi qui ai inventé les grilles de lecture. Hein. Je suis quand même pas. C'est pas moi qui ai créé ça. Ça existe depuis 1968, donc c'est quand même pas. C'est pas nouveau. Ça vient pas de sortir. Voilà. Donc c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. Et les classifications existent depuis belle lurette. Même la classification dont je parlais tout à l'heure, qui est l'énéagramme, existe depuis l'Antiquité, depuis Pythagore. Donc c'est pas moi qui ai inventé un truc. Juste que j'utilise l'existant pour permettre de faciliter la compréhension de la relation et d'apaiser ce qui se passe. Donc voilà, c'est juste génial, quoi, d'avoir des clés pour comprendre ce qui se passe. Vas-y, et puis après, oui, on va être obligé d'arrêter. Au-delà de l'expérience de chacun, j'ai l'impression que la société actuelle, quand même, conditionne beaucoup la relation amoureuse, dans le sens où... par exemple, les jeunes ont facilement accès à la pornographie, donc ont une vision biaisée de la sexualité, par les réseaux sociaux, où chacun, comme vous disiez, doit avoir une vie super, par les sites de rencontres où on montre que c'est facile de trouver des partenaires. Donc voilà, moi je trouve que la société conditionne beaucoup la relation amoureuse aussi. Oui, ça c'est dans chaque conférence je fais un bout sur la partie sociologique, c'est-à-dire combien nous sommes envahis, imbibés des normes culturelles de notre époque. Donc tout ça c'est évidemment vrai, la société consumériste qui entache notre regard sur la relation amoureuse. Ce que je disais tout à l'heure, hein, soyons libres, soyons ceci, que ce soit sur la sexualité aussi. Donc il y a effectivement une imprégnation de la culture sur notre manière de regarder ou de confectionner nos vies amoureuses. C'est bien d'avoir ce regard pour justement soit adhérer au conditionnement en disant « Ok, je suis conditionné par la norme sociale et je veux rester dedans », soit je ne veux pas rester dedans. Voilà. Je me mets un peu pas en hors norme, mais en questionnement sur les normes sociales, par exemple. En général, on ne le veut pas, mais elles s'imposent plus ou moins. Oui, mais c'est bien de le remarquer, de le noter, et de se dire, moi, j'ai peut-être pas envie de rentrer dedans. C'est pas parce que tout le monde fait « Ah, je suis sur un site » qu'il faut être sur un site. Ou c'est pas parce que tout le monde fait, par exemple, du féminin sacré qu'il faut rentrer dans le féminin sacré. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Juste de vous questionner par rapport à la norme sociale. Encore faut-il la connaître. Voilà. Non, mais c'est juste qu'on est dans l'air. Peut-être tu peux lui passer. Attendez 2 minutes. On est quand même dans l'ère du jetable et que pour chercher du constructif, c'est pas tellement. Ben si, c'est un peu. Oui. Alors on est dans l'ère du jetable. Oui. Mais tout le monde est dans le même move. Donc et on cherche tous
Enfin, non, je pense pas, non. Bah, y a des personnes, non, mais il y a des personnes qui, elles, sont... Alors, attends, j'ai une idée là-dessus, parce que, en fait, quelque part, tu as des déçus de l'amour, donc, en fait, ils sont clivés, tu vois, ils font genre, je donne mon sexe, mais pas mon cœur, je consomme. Femmes et hommes, hein, d'ailleurs, hein, maintenant. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils recherchent. On recherche tous la connexion, mais c'est notre plus grande peur. Mais derrière les déçus de l'amour, tu as, j'irai plus parce que j'ai peur. Et donc la facilité, c'est de consommer, mais c'est pas ça qu'ils cherchent au fond. Derrière le verrouillage, derrière le blindage, regarde bien, derrière, tu regardes pas, tu vois pas derrière. Je te dis, regarde derrière le blindage, derrière la porte qui est fermée, il y a l'envie de se connecter et de communier. Mais c'est derrière, et derrière toutes les peurs, derrière toutes les toutes les ruptures, tous les endroits où ils se sont fracassés, toutes les blessures de l'enfance à maintenant, tous les échecs amoureux, etc., qui génèrent un blindage. Et qui font des résultats des courses, j'y vais pas, je consomme et j'y vais pas. Je t'assure que pour avoir testé un certain nombre d'hommes qui sont clivés, c'est-à-dire qui donnent pas leur cœur mais qui donnent que leur sexe, eh bien je peux t'assurer que derrière c'était des hommes qui avaient le cœur brisé et qui ne voulaient pas monter dans le cœur parce qu'ils avaient trop peur de se prendre un râteau. Voilà. Et c'est pas parce que je le voyais que ça changeait. Hein. J'avais pas la baguette magique pour changer ça. Je pouvais juste pas me prendre comme un objet. Ça me considérait que c'était moi l'objet, tu vois. Voir que l'autre a son cœur brisé, ça veut dire que tu le prends pas pour toi. Et ça fait mal au cœur, ça fait de la peine de voir que cet homme ou cette femme est fermée parce qu'elle peut pas s'ouvrir, parce qu'elle a trop peur de se prendre un râteau. Et c'est comme ça. On peut rien en faire, c'est définitif. Non, c'est pas forcément définitif. Hein. De temps en temps, je suis passée par là, j'ai joué le rôle de la fée machin qui passe et qui permet que ça s'ouvre. Et parfois, ça marchait pas. Et c'est pas grave. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais tu peux toujours voir derrière, faire l'alliance avec l'enfant intérieur, voir que derrière, il y a une petite personne fragile qui est verrouillée. Voilà, ça c'est aussi le fruit de mes expériences personnelles. Hein. J'ai vu sur internet que vous faisiez des stages des week-ends. Oui, alors je donne des stages sur... là en ce moment c'est enfin une belle histoire d'amour, 3 petits points, pour les hommes et pour les femmes. Donc pour débloquer des situations un peu bloquées, voilà. Je personnalise le travail, que j'ai pas le temps qu'on fait. Non, c'est pour tout le monde, y compris pour ceux qui cherchent et qui voient que ça bloque dans leur recherche, qui n'y arrivent pas ou qui ciblent toujours les mêmes personnes et qui se prennent des gamelles. Voilà. Donc j'ai tous les cas de figure. Et le groupe fait résonance parce que c'est un travail de thérapie de groupe qui est vraiment pointu, précis et personnalisé. C'est un accompagnement vraiment que je propose qui est très cadré comme ça. Donc bienvenue à vous sur mes stages. J'en fais à Montpellier, j'en fais à Paris. J'en ferai un aussi pour couple cet été. J'en fais un pour tous sur l'amour et la sexualité aussi au mois de juin. Si vous allez sur mon site, vous trouvez toutes les informations. Hein, n'importe comment. Voilà, sinon mettez-vous sur mon site. Merci, merci à vous.